Imaginez une salle de réunion à Bruxelles, quelque part dans les couloirs feutrés des institutions européennes. Des diplomates américains sont assis en face de leurs homologues européens. Le ton est poli, comme toujours. Mais derrière les formules de courtoisie, il se passe quelque chose d'inhabituel. Washington supplie, Washington presse, Washington tente par tous les moyens diplomatiques à sa disposition de convaincre l'Europe de ne pas acheter européen. Relisez cette phrase. L'allié le plus puissant du monde fait pression sur ses partenaires pour qu'ils continuent à lui acheter des armes plutôt que de les fabriquer chez eux. Et si cette scène, apparemment anodine dans le grand théâtre des relations internationales, était en réalité le signe avant-coureur d'un basculement que personne n'a encore vraiment nommé. Ce qui se joue en ce moment entre Washington et Bruxelles n'est pas une simple querelle commerciale. Ce n'est pas un désaccord technique sur la compatibilité des systèmes d'armement au sein de l'Alliance Atlantique. Ce qui se joue, c'est la question de savoir qui contrôlera la défense de l'Europe pour les 50 prochaines années. Et les sommes en jeu donnent le vertige. En 2025, les gouvernements du monde entier ont consacré environ 2600 milliards de dollars à leur budget de défense. L'Europe représente désormais plus de 21% de cette enveloppe mondiale, contre 17% seulement en 2022. En moins de 3 ans, le vieux continent a cessé d'être un acteur secondaire dans la course aux armements pour devenir l'un de ses moteurs principaux. À l'intérieur de l'Union européenne, les chiffres sont encore plus saisissants. Les budgets de défense des États membres sont passés d'environ 200 milliards d'euros en 2021 à environ 320 milliards en 2024. C'est un bond de 60%. Une transformation d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis la fin de la guerre froide. Et c'est précisément cette transformation qui terrorise certains cercles à Washington. Parce que derrière les chiffres bruts, il y a une question bien plus concrète et bien plus brutale. Ces centaines de milliards d'euros, qui va les empocher? Pendant des décennies, la réponse était évidente. Quand un pays européen voulait des avions de combat, il achetait des F-35 à Lockheed Martin. Quand il voulait des systèmes de défense antimissiles, il se tournait vers les grandes maisons de l'industrie de défense américaine. Quand il voulait des hélicoptères militaires, des systèmes de communication sécurisés, des munitions de précision, le réflexe était le même. Appeler Washington. Selon les données de l'Institut de Stockholm spécialisé dans la recherche sur les conflits armés, les États-Unis ont fourni environ 50% de l'ensemble des armements conventionnels majeurs importés par les pays européens entre 2019 et 2023. La moitié. Et dans le rapport annuel 2024 de Lockheed Martin, les ventes internationales représentaient plus de 28% du chiffre d'affaires net, soit environ 18 milliards de dollars, avec une part substantielle venue d'Europe. Ce n'était pas une relation commerciale ordinaire, c'était une dépendance soigneusement entretenue, à travers les contrats de maintenance, les fournitures de pièces détachées, les programmes de formation des pilotes et des techniciens, et au-delà, les liens politiques que crée inévitablement le fait de dépendre de quelqu'un pour faire voler ses avions de guerre. Mais voilà que Bruxelles a décidé de changer les règles du jeu. La Commission européenne pousse désormais un principe qui, dans les couloirs feutrés de la bureaucratie, prend le nom pudique de priorité européenne dans les achats de défense. En clair, quand un pays membre de l'Union veut des chasseurs, des chars, des missiles ou des systèmes de défense aérienne, il doit regarder d'abord ce que produisent les entreprises européennes. Ce principe s'articule avec des outils déjà en place, comme le Fonds européen de défense, doté d'environ 8 milliards d'euros pour des projets conjoints, ou l'objectif de porter la production européenne de munitions d'artillerie à 1 million d'obus par an d'ici 2025, contre environ 300 000 auparavant. L'ambition est claire, non seulement dépenser plus, mais dépenser différemment. Garder l'argent en Europe, faire travailler les usines européennes. La réaction de Washington ne s'est pas fait attendre. Officiellement, les représentants américains mettent en avant la cohésion de l'alliance, la compatibilité des équipements, les risques de duplication des efforts de recherche et développement. Ce sont des arguments sérieux, et dans une certaine mesure, ils ne sont pas dénués de fondement. Mais en privé, les diplomates européens entendent autre chose. L'un d'eux a résumé la situation avec une franchise déconcertante. On nous dit de dépenser plus, mais en même temps, on nous dit où dépenser. Cette contradiction est au cœur de tout ce qui se passe en ce moment entre les deux rives de l'Atlantique. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. Pour saisir l'ampleur de ce renversement, il faut regarder le cas allemand. Il illustre mieux que tout autre la mécanique à l'œuvre. En 2022, sous le choc de l'invasion russe de l'Ukraine, Berlin a annoncé la création d'un fonds spécial de défense de 100 milliards d'euros. Une décision historique pour un pays qui avait passé des décennies à regarder ses dépenses militaires avec une méfiance presque constitutionnelle. En 2025, les dépenses de défense de l'Allemagne ont dépassé 100 milliards de dollars,
pour atteindre environ 107 milliards, contre 86 milliards l'année précédente. L'Allemagne est ainsi devenue la 4e puissance militaire en termes de budget dans le monde, représentant à elle seule environ un quart de l'augmentation totale des dépenses de défense en Europe. C'est colossal. Mais voilà le paradoxe. Plus de 50% des fonds issus de ce programme spécial ont été dépensés en armements américains. L'Allemagne avait arraché sa dépendance au gaz russe après 2022, et dans la précipitation du réarmement, elle avait créé une nouvelle dépendance, cette fois envers l'industrie de défense américaine. La substitution d'une tutelle à une autre. Et maintenant, Berlin engage un mouvement encore plus ambitieux. Un fonds d'investissement extra-budgétaire de 500 milliards d'euros pour les transports, les infrastructures numériques et l'énergie, en plus d'une augmentation des dépenses de défense de plus d'1 point de PIB. Goldman Sachs estime que le budget de défense allemand atteindra environ 109 milliards d'euros, soit environ 2,4% du PIB, avec un objectif officiel encore plus élevé, autour de 119 milliards. Ce sont des chiffres qui, il y a encore 5 ans, auraient semblé appartenir à la science-fiction dans le contexte politique allemand. Les effets se font déjà sentir dans l'économie réelle. Les commandes passées aux usines allemandes ont bondi d'environ 40% en rythme annualisé sur les derniers mois, avec une accélération particulièrement marquée dans la mécanique lourde, les armements et l'électronique. Et au centre de ce boom industriel se dresse Rheinmetall, désormais présentée comme la plus grande entreprise de défense d'Europe, dont la trajectoire boursière depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine a largement dépassé celle des grands indices boursiers. Ce sont précisément ces flux d'argent, ces nouvelles commandes, ces usines qui tournent à plein régime, que Washington cherche à garder dans son orbite. Si le principe « acheter européen » se consolide juridiquement, les contrats qui vont vers Boeing, Lockheed ou Raytheon iront vers Airbus, Rheinmetall ou MBDA. Ce n'est pas un détail. C'est un transfert massif de richesses, de savoir-faire technologique et, ultimement, d'influence politique. Parce que l'armement ne fonctionne pas comme les autres marchés. Quand un pays achète des F-35, il ne fait pas que dépenser de l'argent. Il crée une relation de dépendance qui durera des décennies. Chaque fois qu'un de ces avions a besoin de maintenance, de mise à jour logicielle, de pièces spécifiques, le pays acheteur doit revenir vers le fournisseur. Et ce fournisseur, c'est-à-dire Washington, peut exercer une pression considérable au moment de décisions politiques cruciales. Livrer ou ne pas livrer des pièces, mettre à jour ou bloquer les systèmes, accorder ou refuser des transferts de technologie. Ces outils d'influence invisibles sont intégrés dans chaque contrat d'armement. Les environ 600 F-35 déjà commandés par les pays européens membres de l'OTAN représentent plus de 100 milliards de dollars de contrats, et ils soutiennent des emplois au Texas, en Californie et dans le Connecticut. Quand la prochaine génération d'avions de combat sera fabriquée à Toulouse ou à Munich plutôt qu'à Fort Worth, ce n'est pas seulement l'économie qui changera, c'est l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Alliance elle-même. Mais pour comprendre pourquoi cette rupture est en train de se produire maintenant, il faut revenir en arrière et regarder les fractures qui se sont accumulées, lentement, puis très vite. Donald Trump a joué un rôle d'accélérateur brutal dans ce processus. Dès son premier mandat, il avait semé le doute sur la fiabilité des engagements américains au sein de l'OTAN, suggérant ouvertement que les États-Unis pourraient ne pas défendre des alliés qui ne payaient pas assez. Il avait instauré des droits de douane sur l'acier et l'aluminium européens, mesure par la suite jugée illégale. Il avait multiplié les menaces tarifaires dans des querelles insolites, y compris autour du Groenland. Et à chaque fois que Washington utilisait le commerce comme une arme, les dirigeants européens tiraient leurs conclusions. Ils faisaient un pas de plus vers la construction de leur propre assurance. L'Institut d'études stratégiques identifie 2 forces qui alimentent le réarmement européen. La première, c'est l'agression russe et la réalité d'une guerre de haute intensité aux portes du continent. La seconde, c'est la réduction visible de la disposition de Washington à garantir entièrement la sécurité de l'Europe. L'Europe ne se réarme pas parce qu'elle a soudainement cessé d'aimer l'Amérique. Elle se réarme parce qu'elle n'est plus certaine que l'Amérique viendra. C'est une nuance fondamentale, et elle change tout à la nature de ce qui se passe. Ce moment historique a un précédent. Après la crise de Suez en 1956, Paris avait tiré une leçon cinglante. La France ne pouvait pas se permettre de dépendre entièrement de Washington pour les décisions qui engageaient son existence. Charles de Gaulle avait retiré la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966 et avait mis en place une industrie de défense entièrement autonome. Dans l'aviation, ce fut Dassault. Dans les sous-marins, Naval Group. Dans l'électronique de défense, Thales. Ces choix, contestés à l'époque,
ont donné à la France une liberté d'action que les autres pays européens ont souvent enviée. Aujourd'hui, la même logique se diffuse à l'échelle de tout le continent. Ursula von der Leyen parle en permanence d'autonomie stratégique. Emmanuel Macron affirme ouvertement que l'Europe ne peut pas indéfiniment déléguer sa sécurité aux Américains. Le chancelier allemand déclare sans ambages que l'ordre international d'après-guerre, fondé sur des règles, n'existe plus. Ce ne sont plus des positions marginales ou provocatrices. Ce sont les positions officielles des dirigeants des principaux pays d'Europe. Et dans ce contexte, les mythes qui entourent le débat sur la défense européenne commencent à se fissurer. On entend souvent dire que sans l'Amérique, l'OTAN s'effondrerait. Mais regardez les chiffres. Le budget commun de l'OTAN est d'environ 4,6 milliards d'euros. Les États-Unis en paient un peu moins de 16%, soit environ 750 millions d'euros. Il reste 31 autres pays membres. Combler un éventuel retrait américain de la structure commune de l'Alliance ne serait pas un défi technique insurmontable. Ce serait une décision politique, un signal, pas un gouffre financier. On dit aussi que l'Europe est trop faible et trop avare pour se défendre. Mais les budgets de défense de l'Union sont passés d'environ 200 milliards d'euros en 2021 à environ 320 milliards en 2024. L'Europe comme bloc est déjà comparable en chiffres absolus au budget officiel de défense de la Russie, bien que Moscou consacre environ 7% de son PIB à l'effort militaire. Et pendant ce temps, la Russie est obligée d'acheter des drones en Iran, des munitions en Corée du Nord, et dépend de la Chine pour des composants essentiels. La puissance qui était censée menacer l'Europe est en train de révéler les limites de son modèle industriel sous la pression d'une guerre d'attrition. On dit encore que dépenser 3% du PIB en défense ruinerait les économies européennes. Mais un tel bond ne peut pas se produire en un an. L'industrie n'a pas la capacité physique d'augmenter sa production aussi rapidement. Le vrai risque n'est pas le volume des dépenses, c'est leur inefficacité. Ce qui s'est passé en Allemagne, avec son fonds de 100 milliards, en est l'illustration parfaite. Dans la précipitation, plus de la moitié est allée à des entreprises américaines plutôt qu'à développer les capacités industrielles européennes. C'est exactement ce que le principe « acheter européen » cherche à corriger. Et enfin, on prétend que l'Europe ne peut rester en sécurité qu'en achetant américain. Mais les données montrent que la dépendance est déjà en train de reculer. Entre 2022 et la mi-2023, environ 63% des achats d'armement européens provenaient des États-Unis, essentiellement pour profiter des stocks américains et des garanties politiques que ces achats signifiaient. Mais sur la période 2022 à 2024, cette part est déjà descendue à environ 44%. Et pendant ce temps, les entreprises européennes ne représentent pas plus de 5% du marché de défense américain. Un marché qui leur est de fait presque entièrement fermé. La réciprocité n'existe pas. Washington demande à l'Europe de garder ses marchés ouverts tout en maintenant les siens fermés. Ce déséquilibre, longtemps accepté au nom des impératifs de la guerre froide et de la solidarité atlantique, est de moins en moins tolérable politiquement en Europe. Il y a dans tout cela quelque chose qui ressemble à un tournant de l'histoire, qui se négocie non pas dans les discours officiels, mais dans les carnets de commandes des usines d'armement. Si Bruxelles parvient à consolider sa politique d'achat européen, les effets se feront sentir d'abord lentement, contrat après contrat, puis de manière cumulative et irréversible. Les analystes estiment que la règle pourrait être pleinement opérationnelle d'ici fin 2026. Et dans les 5 années qui suivent, les grands groupes américains commenceront à perdre des parts de marché en Europe de manière structurelle, pas accidentelle. La riposte de Washington prendra plusieurs formes. Plus de pression diplomatique, plus de discours sur l'unité de l'Alliance, peut-être des allusions discrètes dans les couloirs à une réduction du contingent américain en Europe ou à des limites sur le soutien à l'Ukraine. Officiellement, on parlera de compatibilité des armements. En réalité, on défendra un marché d'exportation crucial et l'influence qui vient avec la dépendance aux pièces détachées, à la logistique et à la formation opérée par des Américains. Mais cette stratégie risque de produire l'effet inverse. Chaque fois que Washington donne l'impression d'instrumentaliser l'Alliance à des fins commerciales, il renforce le camp de ceux qui, à Berlin, à Paris, à Varsovie ou à Rome, plaident pour l'autonomie. Les nouvelles commandes créent des emplois bien rémunérés. Elles développent des compétences technologiques. Elles ouvrent des marchés d'exportation. Elles génèrent des recettes fiscales. L'argent qui partait autrefois vers les entreprises américaines commence à rester en Europe. Et une industrie de défense nationale forte finit toujours par devenir un argument de politique intérieure. Les gouvernements qui peuvent montrer à leurs électeurs des usines qui tournent, des emplois créés et des capacités nationales renforcées ont toutes les raisons de pousser encore plus loin dans cette direction. Le chiffre le plus parlant peut-être est celui des F-35. Les pays européens membres de l'OTAN
ont commandé environ 600 de ces appareils, pour un montant total dépassant 100 milliards de dollars. Des centaines de milliers d'heures de travail dans des usines américaines, des milliers d'emplois maintenus dans des États comme le Texas, la Californie ou le Connecticut. Quand la prochaine génération d'avions de combat sera assemblée dans des hangars européens, tout cela basculera. Pas seulement l'argent, pas seulement les emplois, l'équilibre du pouvoir au sein de l'Alliance, la capacité de qui à faire pression sur qui, la question de qui, au fond, a le dernier mot quand une décision de sécurité s'impose. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. La Russie, dans tout cela, regarde peut-être avec une certaine ironie. Elle qui a passé des années à tenter de fracturer l'Alliance Atlantique par des opérations d'influence, de la désinformation, des manœuvres d'intimidation, et qui a finalement réussi à la renforcer par son invasion de l'Ukraine, tout en regardant ses propres fournisseurs se réduire à l'Iran et à la Corée du Nord. Mais si l'effet secondaire de cette guerre est de reconstruire une Europe réellement capable de se défendre par elle-même, sans dépendre ni de Moscou, ni de Washington, alors quelque chose de fondamental aura changé dans la structure du monde. Et cette transformation, contrairement à beaucoup d'autres que l'histoire a connues, ne sera pas annoncée par un traité, ni par un discours solennel. Elle se lira dans les bilans comptables de Rheinmetall et dans les carnets de commandes d'Airbus. Ce qui rend cette période particulièrement tendue, c'est que personne ne contrôle vraiment le rythme de ce changement. Washington ne peut pas simplement ordonner à l'Europe de continuer à acheter américain. L'Europe ne peut pas non plus décider du jour au lendemain de remplacer des décennies d'intégration industrielle transatlantique. Ce sont des processus qui prennent du temps, qui créent des résistances, qui génèrent des conflits d'intérêts à l'intérieur même des pays concernés. Des industriels européens qui ont des partenariats avec des entreprises américaines. Des armées qui ont formé leurs équipages sur du matériel américain depuis 30 ans et qui résistent à l'idée de tout recommencer. Des gouvernements qui ont besoin d'afficher des résultats rapides et qui préfèrent acheter du matériel disponible immédiatement, plutôt qu'attendre que les capacités industrielles européennes montent en puissance. Ces frictions sont réelles. Elles ralentiront la transition, mais elles ne l'arrêteront pas. Parce que la logique qui pousse l'Europe vers l'autonomie n'est pas conjoncturelle. Elle n'est pas liée à un homme politique particulier, ni à une crise temporaire. Elle est structurelle. Elle tient au fait qu'une puissance qui ne contrôle pas ses propres capacités de défense ne contrôle pas vraiment sa politique étrangère. Et les dirigeants européens, quelle que soit leur couleur politique, ont fini par comprendre que cette leçon s'appliquait à eux. Le budget de défense de la Russie pour 2025 est estimé à environ 186 milliards de dollars, soit environ 7,3% du PIB, contre 6,7% l'année précédente. Mais les taux de croissance réelle commencent à ralentir après le pic des années précédentes. Et surtout, cet effort colossal repose sur une économie qui fait environ 10 fois moins que l'ensemble de l'Union européenne. Si l'Europe maintient ses dépenses à 2% de son PIB et que l'OTAN atteint son nouvel objectif de 5% de dépenses combinées de défense et de sécurité, incluant environ 3,5% pour les capacités militaires proprement dites et 1,5% pour les instruments plus larges de sécurité nationale, alors le rapport de force change fondamentalement. Pas dans l'immédiat, pas de façon dramatique et visible, mais de manière durable et cumulative. Ce qui s'est passé ces 3 dernières années en Europe ressemble à ce que les historiens appellent une rupture de paradigme. Ces moments où les règles non écrites qui gouvernaient un système disparaissent, laissant les acteurs improviser dans un espace de règles encore incertain. L'ancien paradigme était simple. L'Europe s'occupe de sa prospérité, l'Amérique s'occupe de sa sécurité. Ce paradigme a fonctionné pendant 70 ans. Il a produit l'une des périodes les plus prospères de l'histoire européenne. Mais il avait un coût caché, que l'Europe n'a commencé à vraiment mesurer qu'à partir de 2022. La dépendance politique qui accompagne inévitablement la dépendance sécuritaire. Et ce coût, les sociétés européennes ont décidé qu'il était devenu trop élevé. La question n'est donc plus vraiment de savoir si l'Europe va se réarmer. Elle le fait, et à une vitesse qui aurait semblé impensable il y a encore 5 ans. La question, celle qui va occuper les chancelleries et les états-majors pour les années et les décennies qui viennent, c'est: quel type de puissance l'Europe veut-elle devenir? Une puissance capable d'agir de façon autonome? Une puissance qui garde un lien de dépendance partielle avec Washington tout en développant ses propres capacités? Ou quelque chose de plus ambigu, de plus contradictoire, de plus typiquement européen dans sa complexité? Et au fond, personne ne connaît encore la réponse. Ce qui est certain, c'est que la prochaine grande crise de sécurité, quelle qu'en soit la forme, se produira dans un paysage militaire et industriel profondément différent de celui qui existait il y a 3 ans. Et les règles qui gouverneront la réponse à cette crise, les alliances qui joueront, les intérêts qui l'emporteront,
dépendront en grande partie de ce qui se décide aujourd'hui dans des salles de réunion à Bruxelles, Berlin et Paris, dans des négociations qui restent largement invisibles au public, mais qui pourraient bien remodeler la carte du pouvoir pour une génération entière. Le coup principal n'a peut-être pas encore été joué.